Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle leçon. Donc, nous avons vu la dernière fois que tout au long du XVIe siècle, avec notamment Henri IV, le pouvoir est fragilisé, notamment à cause des guerres de religion. Avec l'avènement de Louis XIV, ce que l'on va voir aujourd'hui, et sa volonté d'exercer le pouvoir seul en 1661, la monarchie bascule dans une autre dimension, avec un exercice du pouvoir dit absolu. Donc c'est la leçon 3, Louis XIV, le roi absolu, et nous allons voir comment Louis XIV affirme-t-il le pouvoir absolu du roi. Pour commencer, on va voir une représentation de Louis XIV. Louis XIV en monarque absolu, donc tableau d'un peintre de la cour qui s'appelle Hyacinthe Rigaud, et qui peint le roi Louis XIV dans toute sa splendeur de monarque. Donc, je vais vous demander comme premier exercice ici d'essayer de me trouver à quel numéro appartiennent ces différents attributs du pouvoir. Vous avez les numéros ici et vous allez les associer aux différents attributs du pouvoir. Et vous voyez qu'il y a de très nombreux attributs du pouvoir que Louis XIV a souhaité mettre en exergue, c'est-à-dire mettre en évidence quand il se représente en monarque. Donc voilà ce premier travail à faire ici, un travail d'association d'éléments. Donc on va poursuivre la leçon du coup avec un texte, et dans ce texte écrit par Louis XIV lui-même, le roi va donner certains conseils au dauphin. Alors qui est le dauphin? C'est son fils, celui qui doit normalement dans le protocole royal lui succéder, et il lui fait une sorte de manuel pour gouverner en tant que monarque absolu. Donc c'est mémoire pour l'instruction du dauphin. Que dit-il dans ce texte? Dans un premier temps, il marque son autorité. Il dit à son fils qu'il doit marquer son autorité. Et il utilise un vocabulaire adapté au pouvoir et aussi adapté à l'histoire de France, avec notamment l'utilisation du mot seigneur, seigneur absolu, comme dans les campagnes du Moyen Âge. Donc, vous avez le mot puissance, le mot autorité, le mot seigneur absolu, qui sont associés au roi. Deuxième chose, dans un deuxième temps, Louis XIV fait le lien entre son autorité, l'autorité royale, et la puissance divine et le pouvoir divin, puisqu'il dit la volonté de Dieu doit obéir totalement au roi. C'est-à-dire que, en fait, quand on désobéit au roi, c'est comme si on désobéissait à Dieu. Tout crime contre sa majesté le roi est aussi un crime contre Dieu. Et il conclut en disant, si mauvais que puisse être un prince, c'est-à-dire le roi, la révolte de ses sujets est toujours infiniment criminelle. Donc vous voyez avec ce lien pouvoir absolu et pouvoir divin, le roi Louis XIV marque ainsi son autorité. Donc c'est ce que l'on va pouvoir noter. En 1661, lorsque Louis XIV décide de gouverner seul, il impose ce que l'on appelle la monarchie absolue de droit divin. C'est ce qu'on a expliqué dans cette petite introduction de leçon. Donc, on va voir les éléments du pouvoir de Louis XIV et on va commencer par la vie du roi et de la cour, qui sont des symboles du pouvoir absolu. Et pour ça, je vous ai mis un document qui est une journée du roi à Versailles. Que fait le roi de ces journées à Versailles? Et en regardant ce document, on va pouvoir aussi comprendre comment il exerce le pouvoir absolu. Donc sur ce document-là, vous allez, je vous l'ai mis en fiche aussi, c'est celui-ci, eh bien, souligner certains éléments qui démontrent le pouvoir absolu de Louis XIV. En rouge, ce qui montre que Louis XIV gouverne. Vous allez souligner en vert les moments religieux de sa journée, monarchie de droit divin. En rouge, les moments de loisirs. Et vous allez m'encadrer en noir en présence de qui se déroulent les principales activités du roi, puisque les activités, il ne les fait pas seul, c'est un personnage extrêmement entouré par ce qu'on appelle sa cour. C'est ce deuxième exercice sur la journée du roi que vous aurez attrapé. Donc, le roi, je vous disais, n'est pas seul, évidemment, à Versailles. On le verra dans les prochains cours. Vous avez ce qu'on appelle des courtisans, c'est-à-dire des gens qui forment la cour. Donc, les courtisans assistent aux occupations du roi. Les courtisans, c'est des membres de la cour, ce sont les personnes qui vivent auprès du roi. Donc, à Versailles vivent le roi, sa famille et les personnes chargées d'un service auprès de la famille royale et de leurs domestiques. Donc voilà un petit peu ce qui compose l'entourage du roi, la cour, sa famille, les domestiques, et on le verra
beaucoup de monde dans le château de Versailles, son lieu de résidence. Et le roi qui vit à Versailles, nous le verrons, je le disais dans la prochaine leçon, a une relation particulière avec une catégorie de population, catégorie de sa cour qu'on appelle les nobles. Donc les nobles du royaume qui composent sa cour, et on voit dans ce texte d'un personnage qui est le duc de Saint-Simon, qui est un fin observateur de la monarchie sous Louis XIV, au temps de Louis XIV, on comprendra en lisant ce texte quels sont les éléments qui lient la noblesse au roi et le roi à la noblesse. Vous allez voir des relations extrêmement complexes entre ces deux catégories de personnes et on va voir que chacune de ces catégories a besoin de l'autre. Le roi a besoin de la noblesse et la noblesse a besoin aussi du roi dans cette petite société que constitue le pouvoir absolu. Vous avez là aussi une image qui montre les relations entre la noblesse et le roi. Ici, dans ce tableau de François Marot, on voit que le roi est en train de récompenser des militaires ayant bien servi la monarchie et il les nomme à l'ordre le plus prestigieux de la France à cette époque, qui est l'ordre de Saint-Louis. Alors vous voyez, la cérémonie, on voit le lit ici du roi, a lieu dans la chambre du roi, ce qui est un extrême privilège de rentrer dans la chambre du roi. Et on voit ici très bien l'influence, il est là que le roi exerce sur la noblesse, et cette noblesse qui est soumise au roi parce qu'elle a besoin de lui. Donc, c'est ce que vous verrez dans le texte avec ces relations noblesse-roi et roi-noblesse. Là aussi, le texte, il est ici sur la fiche, et quelques questions pour comprendre ces relations-là. Donc, que doivent faire les nobles pour plaire au roi? Montrer que la vie du roi et de la cour est luxueuse, et pourquoi le roi pousse-t-il les courtisans à dépenser, vont devoir dépenser les courtisans, le roi les pousse à dépenser, et vous verrez cette notion-là extrêmement, un petit peu, j'allais dire, vicieuse, machiavélique du roi, pour s'attirer les faveurs de la noblesse, il les pousse à dépenser, vous découvrirez ça en lisant le texte. Donc, on va pouvoir noter, ces courtisans forment la grande noblesse. Cette noblesse reçoit des pensions pour leurs charges et sont logés et nourris gratuitement. C'est-à-dire la noblesse reçoit de l'argent du roi. Pour continuer et poursuivre, deuxième temps, le roi il ne fait pas que être entouré de sa cour, le roi aussi évidemment gouverne. Son métier c'est de gouverner le royaume. Là aussi, la manière dont il gouverne est un symbole du pouvoir absolu. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ce schéma. Vous voyez que c'est le roi qui est au centre de toutes les décisions et il agit sur les ministres, sur les conseils, sur les intendants et sur les évêques et les abbés. Il a, voilà, tout part de lui et tout arrive à lui. Il est au cœur véritablement de la société absolue, de la société gouvernementale et du pouvoir royal. Donc, vous prendrez connaissance de ce ici et on peut voir sur cette gravure, on remarque bien ici Louis XIV qui est au cœur des débats et qui indique des instructions à ses ministres qui l'entourent. Alors on peut remarquer des ministres assez célèbres, notamment Colbert, ministre des Finances, mais qui a été aussi ministre de la Marine. Et vous avez à côté Louvois, qui est le ministre de la Guerre. Et comme Colbert et Louvois, Colbert ministre aussi de la Marine, sont des ministres pour l'activité de guerre, eh bien on peut se douter ici que c'est un plan de bataille, un plan de guerre, une stratégie de guerre que mettent en place les ministres, mais toujours sous l'autorité du roi. Vous voyez avec cette main qui montre un petit peu les instructions et les choses à faire, et les ministres entourent le roi, tout ça dans un cérémonial extrêmement bien organisé. Vous avez aussi la présence du fils de Louis XIV, celui qu'on appelle le dauphin, qui assiste à cette réunion au sommet pour aussi apprendre un petit peu du pouvoir royal, comment on doit exercer le pouvoir royal. Il y a véritablement de la part de Louis XIV cette volonté de transmettre le pouvoir à son fils pour que ce pouvoir absolu de droit divin se perpétue et se poursuive sur plusieurs générations. Donc ça, ce conseil, ici vous le verrez sur le schéma, on appelle ça le conseil d'en haut, c'est-à-dire le conseil très important qui est présidé par Louis XIV et entouré de ses ministres. Là aussi, dernier exercice, le roi et son pouvoir, avec quelques questions ici. Quelle place occupe Louis XIV dans l'organisation de son royaume? Montrer qu'il s'agit d'un pouvoir absolu
et quel domaine contrôle-t-il en plus des fonctions habituelles liées au pouvoir royal? Donc là, s'interroger sur ce schéma dont Louis XIV fait partie du cœur de schéma de ce système. Donc là, très important à noter pour le gouvernement. Pour organiser son royaume avec un pouvoir absolu, Louis XIV se fait conseiller par un petit nombre de ministres, comme Colbert ou Louvois. Il réunit des conseils qu'il préside dans des domaines importants. Dans les provinces, il délègue son pouvoir aux intendants qui doivent lui rendre des comptes. Il nomme aussi les hommes d'église comme les évêques ou les abbés. Et vous avez là ici la définition de ce que sont les intendants dans le système gouvernemental de Louis XIV. Donc enfin, Louis XIV va aussi exercer le pouvoir et exerce un pouvoir religieux, vous le savez. Donc les affaires religieuses font partie des prérogatives et des fonctions du roi, et il va en 1685 supprimer l'édit de Nantes. Rappelez-vous, l'édit de Nantes qui assurait la liberté de croyance aux protestants, eh bien, il supprime ça. Louis XIV veut réaffirmer l'unité religieuse du royaume et montrer la prééminence de la religion catholique en France. Il veut démontrer que la religion du roi doit être la religion du peuple. Et avoir un mélange catholique et protestant, ce mélange-là ne lui convient pas. Il veut réaffirmer la présence et la prééminence de la religion catholique. Donc il va contraindre les protestants à quitter le royaume ou à se convertir. C'est ce qu'il dit ici, hein. Alors, le roi Louis XIV. Euh, nous voulons d'abord que les temples de la religion prétendue réformée, c'est-à-dire la religion protestante, soient démolis. Donc il démontre qu'il ne veut plus de protestants. Et deuxième chose, il les ordonne de sortir de leur royaume et faire en sorte qu'ils soient, s'ils y restent, baptisés par les curés de la paroisse. Donc, beaucoup de protestants, à partir de 1685, ne vont pas se convertir, ils vont quitter le royaume de France. Et ça va être très problématique puisque beaucoup de protestants français vont partir vers les Provinces-Unies, vers les Pays-Bas, vers l'Angleterre, et ils vont priver ainsi la France des compétences que ces hommes avaient développées, puisque les protestants avaient fait notamment fortune dans le commerce et dans les domaines financiers. Et bien tous ces riches, j'allais dire, personnages importants de religion protestante, eh bien, vont quitter le royaume de France et ainsi amenuiser, appauvrir un petit peu plus la France, puisque Louis XIV les exclut par leur caractère religieux. Donc voilà cette révocation de l'édit de Nantes. C'est aussi pour faire le lien avec ce qu'on avait vu concernant Henri IV et l'édit de Nantes, mais aussi pour vous montrer que tout ce qui est du domaine politique, mais aussi du domaine religieux, est du ressort de Louis XIV, qui décide lui-même de réaffirmer la religion catholique. Un roi, une religion, il ne peut pas y avoir plus simple, et c'est la religion catholique. Donc, on va le noter, Louis XIV impose ses visions et ses croyances à l'ensemble de ses sujets avec la révocation, c'est-à-dire l'annulation de l'édit de Nantes. C'est en 1685 ce qu'on appelle l'édit de Fontainebleau, qui interdit la religion protestante dans le royaume. Pour terminer, Louis XIV a aussi comme pouvoir des pouvoirs militaires. C'est un roi qui exerce dans le domaine, on l'a vu, religieux, dans le domaine politique, mais aussi dans le domaine militaire. Et il va, comme ses prédécesseurs, Henri II, Henri IV, et ses successeurs, son fils Louis XV, il va, eh bien, annexer des territoires, c'est-à-dire les prendre, participer à des traités, mais aussi participer à certaines conquêtes et agrandir ainsi le royaume de France. Alors par exemple, conquête de la Franche-Comté, hein, ou alors les traités de paix comme celui du Pyrénées entre la France et l'Espagne en 1659, qui vont lui donner un territoire qui appartenait avant à l'Espagne, le Roussillon. Donc quelques exemples ici du pouvoir aussi militaire et diplomatique de Louis XIV, signer des traités, faire quelques conquêtes, et il agrandit ainsi les frontières du royaume de France. Il s'inscrit ainsi dans la continuité de ce qu'avaient fait ses prédécesseurs. Donc, on va pouvoir ainsi le noter. Louis XIV est aussi un roi guerrier. Il agrandit les frontières du royaume avec des conquêtes et conclut des traités comme celui des Pyrénées avec l'Espagne en 1650. Donc nous avons donc vu dans cette leçon l'ensemble des pouvoirs de Louis XIV, donc nous pouvons conclure. En exerçant une monarchie de droit divin,
en contrôlant la vie politique du royaume et en exerçant une pression financière sur la noblesse, Louis XIV gouverne en roi absolu. Donc là, vous faites le travail sur la fiche. Je répète, ceux qui seront en classe avec moi cette semaine, cette fiche, nous la ferons ensemble en classe. Les autres, vous la faites à la maison. N'hésitez pas à poser des questions. Les prochaines leçons porteront sur le château de Versailles et en quoi Versailles est-il aussi un symbole de la monarchie absolue de droit divin.